Donc le thème de cette année étant jeu et sport, j'ai décidé de m'intéresser à l'escalade, qui est un sport que j'ai commencé à pratiquer récemment. Et donc l'escalade, ça consiste à progresser le long d'une voie pour atteindre donc, un sommet ou une structure artificielle selon là où on pratique. Et j'ai décidé de m'intéresser principalement à la chute. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu lister les différents paramètres qui intervenaient lors d'une chute. Donc on a en premier la corde, avec en escalade donc, la distinction entre les cordes dynamiques et les cordes statiques. Sachant que les cordes dynamiques, elles vont avoir un allongement qui va être compris entre 5 et 20%, à la différence des cordes statiques, qui elles vont avoir un allongement qui est inférieur à 5%, donc ça veut dire qu'on va avoir un allongement qui va être extrêmement faible, et donc que lors d'une chute par exemple, ce n'est pas la corde qui va absorber l'énergie de la chute, mais ça va être le corps du grimpeur. Et du coup ça fait que ce sont des cordes qui ne vont pas être adaptées à la pratique, parce que ça peut créer de nombreuses blessures qui peuvent être assez graves. Et donc en escalade, on va uniquement utiliser des cordes dynamiques. Et je reviendrai donc plus tard sur, cette notion d'allongement. Dans un second temps, on a également la hauteur de chute qui rentre en compte, avec, comme on le voit ici, une cordée. Donc c'est l'ensemble des personnes qui sont reliées par une corde. Et donc ici, la personne tout en haut qui est donc en tête de cordée, elle va souvent être au-dessus. Et on peut du coup se demander si ça ne va pas être plus dangereux pour elle. D'autant plus que cette personne, donc en tête de cordée, lors de sa progression, elle va mettre en place dans des dégaines des petits anneaux pour se sécuriser. Et donc, elle va souvent se retrouver au-dessus de son dernier point d'ancrage. Et du coup, on peut se demander là aussi si c'est pas du coup plus dangereux pour elle, le fait qu'elle va chuter d'encore plus haut. Hop. Et donc, j'ai décidé de poser un questionnement sur cette hauteur de chute avec la question suivante qui est comment le facteur de chute influence la force de choc ressentie par le grimpeur. Et donc on a ici un vocabulaire assez spécifique que je vais donc devoir vous définir. On a tout d'abord le facteur de chute que je vais noter petit f dans toute ma présentation et qui est défini comme étant le rapport entre la hauteur de chute et la longueur totale de corde. Et ensuite on a la force de choc qui va être la force maximale ressentie par le grimpeur et elle correspond du coup à l'allongement maximal de la corde lors de la chute. Pour comprendre de façon plus concrète, on a ici un exemple avec dans les deux cas une hauteur de chute qui va être identique. Mais on voit qu'on a des facteurs de chute qui vont être très différents, parce qu'ici on a une longueur de corde qui va être assez importante, ce qui fait que on peut supposer qu'on aura une force de choc qui sera plus faible, parce que du coup l'énergie de la chute elle va pouvoir être absorbée de façon plus importante, alors qu'ici on a un facteur de chute qui est plus élevé, dû au fait qu'on a une longueur de corde qui est plus petite. Et on peut du coup là aussi supposer que la force de choc sera cette fois-ci beaucoup plus importante. Et ces deux notions de facteur de chute et de force de choc, c'est des notions qui sont connues en escalade parce qu'on a notamment une norme qui encadre cela, avec le fait que si on lâche une masse de 80 kg à un facteur de chute de 1,77, on va avoir une force de choc maximale autorisée de 10 kN. Dans le but de répondre à ma problématique, j'ai donc dû établir un cahier des charges, avec tout d'abord le fait de trouver un dispositif me permettant de lâcher des masses à hauteur variable, dans le but de du coup pouvoir faire varier mon facteur de chute. Il fallait ensuite que j'obtienne un capteur de force pour pouvoir forcément mesurer la force de choc. Et il fallait également que je puisse filmer mon expérience pour pouvoir donc traiter les données que j'allais acquérir, et également que mon expérience soit reproductible pour pouvoir avoir les incertitudes par la suite. J'ai donc abouti à un premier montage qui était à une échelle plutôt proche de la réalité, où je venais donc relier des masses à une corde dans les escaliers pour ainsi pouvoir faire varier la hauteur de chute. Et j'utilisais ici comme dispositif de mesure un pèse-valise numérique. Et donc ce montage rentrait entièrement dans mon cahier des charges, sauf qu'il y a eu un problème que je n'avais pas envisagé, qui est le fait que le temps de rafraîchissement du pèse-valise était extrêmement long, et ce qui fait que j'avais un temps d'échantillonnage qui était de l'ordre d'une seconde, ce qui était beaucoup trop important pour une chute où on va avoir un phénomène qui est très rapide. Et ça faisait que je perdais de l'information et que je ne pouvais pas réellement savoir si la force que je lisais sur l'écran était la force maximale. J'ai donc dû me tourner vers un second appareil de mesure en conservant toujours ce montage. Et c'était cette fois-ci un capteur qui était connecté via Arduino. Et ici, j'avais un temps d'échantillonnage qui était de l'ordre de 250 millisecondes, ce qui correspondait beaucoup plus à mon expérience. Mais ici, le problème était que, malgré toutes les précautions que je pouvais prendre, les petits fils venaient sans cesse se sectionner. Et toute cette démarche qui m'a déjà pris beaucoup de temps, qui était très chronophage parce que je devais vraiment faire attention à trouver le dispositif de mesure adapté, m'a finalement dirigée vers
dernier appareil de mesure qui était cette fois-ci un ressort. Et du coup, j'ai dû passer à une échelle qui était réduite. Et en plus de cela, je devais au préalable étalonner mon ressort parce que du coup, il n'y avait pas d'indicateur numérique qui était déjà sur cet appareil. Donc, dans le but de pouvoir l'étalonner, j'avais pour objectif d'obtenir une droite d'étalonnage où à partir d'un allongement, je pouvais obtenir donc, la valeur de la force. Et pour choisir au mieux le ressort dans le cadre de mon expérience, j'ai fait des ordres de grandeur à partir donc, de la force maximale qui était autorisée avec la norme. Et comme moi, je n'allais pas lâcher des masses de 80 kg, mais plutôt de l'ordre de la centaine de grammes, j'ai au final obtenu que la constante de raideur du ressort qui était le plus adapté était de l'ordre de la centaine de newtons mètre moins. Donc pour étalonner le ressort, je suis venue le suspendre à une potence et je venais ajouter des masses en mesurant donc l'allongement à chaque fois. Et donc la force ici qui était appliquée, c'était le poids de chacune des masses. Ça m'a permis au final d'obtenir cette droite d'étalonnage où on a en abscisse l'allongement et en ordonnée la force. Et donc on a ici donc bien une droite qui, par la lecture du coefficient directeur, me permet d'obtenir donc la constante de raideur du ressort et ce qui est donc le coefficient de proportionnalité qui me permet donc à partir de l'allongement d'obtenir la force que j'aurai. Et ici, on peut noter que j'ai une incertitude relative de 1,5%, ce qui est plutôt faible. En utilisant le ressort, j'ai donc mon cahier des charges qui a dû être complété, avec le fait que, notamment, vu que je filmais mon expérience, il fallait que le ressort reste droit pour pouvoir mesurer l'allongement au mieux. Et donc j'ai d'abord pensé à mettre un petit tube à l'intérieur de mon ressort pour le guider. Et au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessaire, donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser pour éviter d'avoir un facteur qui intervenait en plus. Il fallait également que je fasse attention à ce que, lors de la chute, donc mon ressort ne rentre pas dans le domaine plastique, c'est-à-dire que son allongement ne soit pas irréversible, mais il fallait tout de même que j'ai un allongement qui soit assez important pour que je puisse le mesurer. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'utiliser une masse de 100 grammes. Ça m'a donc permis au final d'aboutir à ce montage final, avec donc une corde dynamique que je venais relié à un ressort qui était au niveau d'une potence. Et grâce à la seconde potence, je pouvais venir régler la hauteur de chute. Et donc, en plus, en venant sectionner ici la ficelle, je pouvais donc faire que mon expérience soit reproductible parce que du coup, je n'intervenais pas directement dans l'expérience. Et donc, ce montage rentrait maintenant entièrement dans mon cahier des charges. Et on peut également noter ici qu'on peut avoir donc une altitude qui peut être négative due au fait du choix de mon origine, ce qui fait que j'aurai donc par la suite des facteurs de chute qui pourront également être négatifs. Et ça correspond à une situation où donc le grimpeur serait en dessous de son dernier point d'ancrage lorsqu'il chute. Donc concrètement, ce que je venais faire, c'est que, comme je vous l'expliquais précédemment, je venais sectionner ici la corde, et donc ma masse chutait, et grâce à une caméra, je pouvais filmer. Et ensuite, sur un logiciel de traitement de vidéo, je pouvais venir mesurer l'allongement maximal de mon ressort. Et grâce à l'étalonnage que j'avais effectué au préalable, j'obtenais donc la force de choc. J'ai donc obtenu des points avec donc ici le facteur de chute en abscisse et la force de choc en ordonnée. Mais en l'état, je ne pouvais pas exploiter ce graphique, il fallait d'abord que je réalise les incertitudes. Donc c'est pour cette raison que pour chacun des points que vous avez pu voir précédemment, j'ai réalisé 5 mesures d'allongement pour pouvoir réaliser une incertitude de type B, qui est donc une incertitude sur une moyenne. Et donc, comme je vous le rappelle, la force de choc est définie comme étant la force lorsque l'allongement est maximal. Donc je suis également venue faire l'incertitude sur la constante de raideur de mon ressort à l'aide d'une méthode de Monte-Carlo, qui est donc une méthode probabiliste où on va faire un tirage important de valeurs pour déterminer la probabilité d'occurrence de chacun des résultats et donc avoir l'incertitude associée à notre valeur. Et donc ensuite, avec une incertitude composée, j'ai au final obtenu l'incertitude sur chacune de mes forces de choc. Ce qui me donne donc ce graphique, où on retrouve à nouveau le facteur de chute en fonction de la force de choc. Et on a ici donc une allure qui va être croissante, qui est donc plutôt en adéquation avec ce qu'on avait émis comme hypothèse au début. Et une fois que j'ai obtenu ce graphique, je me suis demandé s'il était possible de modéliser mon expérience de façon théorique, et il a donc fallu que je pose les hypothèses. Donc, dans ce but, je me suis donc demandé quel était le module Young de ma corde, qui correspond au module d'élasticité,
Et donc cela est donné par la loi de Hooke qui relie l'allongement relatif à la contrainte. Et donc ça, c'était dans le but de savoir si ma corde elle était statique ou dynamique, donc c'est-à-dire si son allongement pouvait être négligeable ou non. Donc pour déterminer ce module Young, je vais donc relier ma corde à un point fixe et à intervalles réguliers, je venais y suspendre des masses en mesurant l'allongement. Et donc ça m'a permis d'obtenir, après une régression linéaire via Python, cette droite, et par lecture du coefficient directeur, j'obtenais donc le module Young de ma corde. Et on voit donc que dans le cadre de mon étude, je vais avoir un allongement relatif qui va être de l'ordre de 3%. Et on va donc bien pouvoir considérer que ma corde elle va être statique, parce que du coup, le critère qui était donné pour une corde statique était d'avoir un allongement qui était inférieur à 5%. Donc maintenant, on peut avoir donc mon modèle théorique où je vais supposer une corde inextensible, une vitesse initiale lors de la chute qui va être nulle, et mon objectif, ça va être de déterminer la vitesse V0, donc qui correspond à l'instant où ma corde va tout juste être tendue. Donc ça va se dérouler lors d'une première phase qui va être considérée comme une phase de chute libre, c'est-à-dire que je vais considérer que l'action de la corde va être négligeable. En utilisant le théorème de conservation de l'énergie mécanique, parce qu'on a ici uniquement des forces conservatives, je vais au final obtenir donc la valeur de la vitesse correspondant à l'allongement de la corde. Et ensuite, dans une seconde phase, on va avoir la corde qui va transmettre l'entièreté de son énergie au ressort. Et donc ici, je vais toujours avoir l'hypothèse d'une corde inextensible, mais je vais maintenant considérer un système qui est non plus constitué uniquement de cette masse-là, mais de l'entièreté donc de la masse et de la corde. Et à nouveau avec le théorème de la conservation de l'énergie mécanique et en utilisant la définition de la force de choc, j'obtiens au final cette formule. On voit ici apparaître donc une racine avec ici le facteur de chute. Je suis donc ensuite venue tracer les deux courbes, où on retrouve ici donc la courbe obtenue avec le modèle théorique en bleu, et ici en vert les points correspondant à mon expérience. Et on voit donc que dans les deux cas, on a une allure croissante qui se dégage, donc, ce qui est donc bien en adéquation avec ce qu'on pouvait prévoir, mais qu'ici on a une inversion de concavité. Et j'ai donc voulu expliquer ou trouver des solutions pour expliquer les différences qu'on pouvait avoir. Donc je suis donc venue remettre en cause mes hypothèses. Donc on a tout d'abord l'hypothèse d'une corde inextensible, donc qui semble plutôt être valide au vu de, des expériences que j'ai réalisées au préalable. Mais par contre, l'hypothèse d'une phase de chute libre, c'est-à-dire une phase où on va négliger l'action de la corde, elle va plutôt être fausse parce qu'ici on va avoir la masse de la corde et la masse qui est positionnée à son extrémité de la corde qui vont plutôt être du même ordre de grandeur. Donc peut-être que ça pourrait être quelque chose qui fait que ce n'est pas les mêmes courbes qu'on obtient. Et il y a aussi la question de la mauvaise paramétrisation qui est peut-être due au choix de mon origine. Donc, mais est-ce que cela pourrait vraiment faire une inversion de concavité? Je ne suis pas vraiment sûre encore. Donc pour conclure, on peut tout de même retenir que la force de choc elle va augmenter avec le facteur de chute. Et donc on a un danger qui va être plus élevé pour celui qui va être en tête de cordée. Et ça illustre également l'importance du coup des dégaines et des points d'ancrage. Et du point de vue du modèle théorique, on peut donc retenir qu'on a une force de choc qui va être de cette forme-là, avec donc la racine et ici le facteur de chute. Sinon, ce TIPE m'a permis donc de développer de nouvelles compétences, avec notamment donc toute la partie où j'ai dû choisir donc un capteur qui était adapté, parce que ça a été une démarche qui m'a pris donc du temps, donc qui m'a permis d'apprendre à gérer mon temps, mais également à m'organiser. Et ça m'a aussi permis donc d'apprendre à coder donc les bases d'Arduino, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et d'un autre côté, on a également certaines réussites avec lors de l'étalonnage de mon ressort avec l'incertitude relative qui était plutôt faible. Voilà, merci de votre écoute.